C'est moi qui prends la parole, c'est le professeur Dani. Merci François, merci aux trois orateurs, c'était excellent. J'ai personnellement appris beaucoup de choses. Donc, je crois qu'on va poser les questions. Il y a quelques questions, des questions sur le net. On va partager des questions, je pense, sur les trois orateurs. Je commencerai par une question à Dominique Guéraud sur l'utilisation des diurétiques quand il y a une insuffisance cardiaque avec congestion. Comment utiliser les thiazidiques et à quelle dose? Et puis, pour le Lasélix, faut-il l'utiliser en continu, discontinu? Ok. Donc, schéma à privilégier. Donc les thiazidiques, je dirais qu'il faut les introduire quand vous avez une résistance au Lasélix, quand vous arrivez déjà avec des doses assez importantes de Lasélix. C'est de l'Esidrex, c'est Ampéros. Pour arriver à obtenir une bonne déplétion, c'est plus que les apparentés thiazidiques, c'est l'hydrochlorothiazide qui va être utile en montant jusqu'à 50 mg par jour. Il ne faut pas dépasser 50 mg. Concernant le Lasélix, en France, on a tendance à aller beaucoup plus haut que dans beaucoup de pays. On a des patients qu'on arrive jusqu'à 500 ou 1000 mg par jour. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, c'est des doses qui paraissent phénoménales et c'est vrai que le gain au-delà de 500 mg est quand même assez faible. Et la deuxième partie de votre question, c'était est-ce qu'il faut donner en continu? Je pense que c'est pour les patients qui sont hospitalisés. Du coup, la façon de prescrire le Lasélix à forte dose. Oui, c'est ça. Mais c'est quand les patients sont hospitalisés, finalement. En gros, il y a une étude qui montre que si on donne en IV à la seringue ou si on donne des bolus répétés, on arrive à obtenir dans les deux cas une déplétion qui est à peu près équivalente. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas se limiter à une ou deux injections par jour chez ces patients-là. Si vous permettez, peut-être juste une question au docteur Guéraud. Est-ce que lorsque vous observez quand même qu'il y ait des résistances aux diurétiques même à forte dose dans certaines situations? Ah oui. Est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce que vous surveillez la natriurèse pour voir s'il faut passer à autre chose, par exemple des séances d'ultrafiltration? On peut surveiller la natriurèse, mais finalement, c'est surtout faire clinique. C'est ça qui va poser l'indication. C'est que si on est résistant à la trithérapie diurétique dans la mesure où on peut l'avoir, finalement, la natriurèse, elle ne va pas être extrêmement utile. Le changement de la natriurèse va montrer qu'on commence à être actif avec le traitement, mais même si vous avez une natriurèse qui est induite, si vous n'obtenez pas la déplétion qui est nécessaire sur le plan clinique, il va se poser la question d'aller plus loin. Mais j'ai parlé de la dialyse péritonale parce que je pensais que c'était un truc intéressant pour les cardiologues qui n'ont pas forcément ça à l'esprit, mais ceci dit, ça reste des indications qui sont assez rares, clairement. En tout cas, dans notre expérience. Je poserai une question au professeur Mtkoli, une question qui vient d'Algérie, c'est un médecin d'Alger, Dr Bad. Il vous pose la question, HTA à 60 ans, je crois, il va écrire, chez une femme sous bithérapie secondaire qui commence à faire de la marche 1 heure, 5 jours par semaine et qui présente une élévation des chiffres à 160-95, que faire? Faut-il arrêter la marche ou augmenter le traitement? Tu veux que je réponde? Rizlan, ton micro, s'il te plaît. On peut. Question ouverte. L'hypertension d'effort, c'est pas un problème. La personne qui fait un effort augmente sa pression artérielle et l'effort est toujours recommandé lorsqu'on a une hypertension artérielle. C'est très rare de ne pas recommander l'effort. C'est d'ailleurs recommandé par toutes les sociétés savantes. Donc, je pense pas que cette personne développe une hypertension d'effort comme ça. C'est assez rare. Ça se diagnostique sur des scores de Bruce en général. Mais non, la patiente, si elle a une pression artérielle ambulatoire au repos à effort modéré qui est normal et qui est contrôlé par une bithérapie, eh bien on va pas augmenter la pression artérielle, on va pas augmenter le traitement forcément parce que à l'effort la pression augmente. Si c'est bien ça, si j'ai bien compris la question. Apparemment. C'est ça. Je pose une autre question sur le Vas-y, Miel, parce que moi j'ai des questions à Rizlan. Vas-y. Mais tu peux y aller parce que là, voilà. Alors, juste, peut-être,
Quelle est la meilleure combinaison thérapeutique à administrer chez un patient en insuffisance rénale chronique terminale qui présente une hypertension artérielle sévère non contrôlée par inhibiteur calcique? C'est l'insuffisance rénale chronique terminale qui présente une hypertension artérielle sévère non contrôlée par inhibiteur calcique. Rislan. Ça pose la problématique de l'hypertension artérielle chez le dialysé. C'est une insuffisance rénale chronique terminale. Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est un patient qui est dialysé ou juste un stade terminal non ne précise pas. La question ne précise pas. C'est juste insuffisance rénale chronique terminale, mais je pense que c'est un dialysé. Donc ça pose la problématique de l'hypertension artérielle chez le dialysé. Ça ne pose pas. S'il est au stade terminal, l'introduction d'un inhibiteur du SRA en faisant attention évidemment au risque d'hypercalémie ne pose pas problème puisqu'il est déjà au stade terminal. Il faut aussi, je pense, voir s'il y a une rétention hydrosodée parce qu'à ce niveau-là, les diurétiques de l'anse peuvent être aussi, peuvent avoir leur place. C'est revoir son poids sec. Alors, quand ils sont en dialyse, justement, c'est différent. Là, il y a une expansion hydrosodée, il y a le poids sec à revoir. C'est des approches qui sont différentes. Donc, chez le patient dialysé, c'est une approche par baisse du poids sec sur l'examen clinique, sur les données échocardiographiques, sur la radio pulmonaire. Et c'est la diminution du poids sec qui permet de ramener le patient vers des cibles de normotension. Et si c'est en pré-dialyse, il faut faire des associations et je pense utiliser les diurétiques de l'anse chez ce profil de patient. Question du Dr Senhaji Zaki. Quand faut-il retirer la spironolactone de l'ordonnance de l'insuffisant cardiaque avec insuffisance rénale? Elle est pour moi, je pense, cette question. Ouais. Je sais. Les deux pour Guéraud et Medkori, les deux. C'est pour les honneur aux femmes, alors d'abord. Moi, je vous ai montré l'étude qui a été publiée dans le JASN. Je pense que c'est un calcul risque-bénéfice. Et moi, je dis que le cœur prime toujours sur le rein. S'il y a un risque d'accident cardiovasculaire majeur et s'il y a un risque de décès, je pense qu'il vaut mieux maintenir. Je parlais des IEC. La question, c'était les spironolactone. Il y a des recommandations sur l'insuffisance rénale aiguë associée à l'hyperkaliémie. Il faut pas avoir tendance à les retirer trop rapidement. Je pense qu'il faut essayer d'éduquer le patient sur son régime. Il faut associer les nouveaux chélateurs du potassium ou enfin ceux dont on dispose. Éviter les autres médicaments hyperkaliémiants. En tout cas, essayer de le garder le plus longtemps possible parce qu'il a un effet, je pense, intéressant au cours d'insuffisance cardiaque. Moi, ça serait mon opinion. Et si avec toutes ces mesures, on n'y arrive pas, il faudra l'arrêter, je pense, quand la kaliémie dépasse 5,5. Oui, c'est ça. Surtout s'il y a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Si je peux me permettre de mettre mon grain de sel de cardiologue, c'est vrai que l'échographie est vraiment importante dans ces cas-là. Hein. L'évaluation des pressions droites, parce qu'on est toujours, nous, sur le fil du rasoir, parce qu'on a beaucoup de patients insuffisants cardiaques et insuffisants rénaux. On est toujours un peu sur le fil du rasoir entre un patient un peu trop, pour être simple, plein, chez lequel le cœur souffre et peine à pomper, et de l'autre côté, un patient qui serait trop vide, et pour lequel l'insuffisance rénale progresserait. Et vraiment, je trouve que l'évaluation des pressions droites et leur évolution peut intervenir dans cette discussion. Oui, d'autant plus que les pressions droites, dans le syndrome cardio-rénal, contrairement à ce qu'on a tendance à imaginer simplement, ce n'est pas la fonction systolique qui est le principal déterminant, c'est le reflux veineux. Et donc, optimiser ça optimise aussi le congestion veineuse. Ouais. La congestion veineuse. Oui, oui. J'ai une question pour Dominique concernant une situation qui est souvent un petit peu délicate, c'est celle des insuffisances cardiaques, souvent en fraction d'éjection réduite et qui sont très avancées avec de l'hyponatrémie. Qu'est-ce que tu fais en général? C'est des situations qui sont délicates, on a peur de continuer avec les diurétiques parce qu'on aggrave un petit peu l'hyponatrémie. Donc, il y a la restriction hydrique qui parfois marche, parfois ne marche pas.
comment tu fais en pratique, dans ta pratique de tous les jours? Ouais, donc ça, c'est un problème hyper fréquent et hyper compliqué. La principale raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que c'est multifactoriel, mais la cause numéro 1, c'est clairement l'insuffisance cardiaque par elle-même. Et donc, c'est très facile de corriger l'anatrémie. Il y a un traitement qui va marcher super bien, c'est le tolvaptan. Hein. Quand on met un bloqueur des récepteurs de l'ADH sur le rein, en fait, on corrige parfaitement l'hyponatrémie. Sauf qu'il y a des grandes études qui ont montré que ça n'améliorait pas la survie. Donc, corriger l'anatrémie, c'est un objectif en soi pour essayer d'améliorer, on va dire, la qualité de vie. Mais clairement, quand c'est lié à l'insuffisance cardiaque, c'est juste un marqueur pronostic. Et corriger ce marqueur pronostic ne change pas les choses. Par contre, je vais quand même répondre à la question. J'avais un peu abordé les choses, mais rapidement. La première chose, c'est de diminuer les apports hydriques. L'hyponatrémie, contrairement à une conception communément répandue, c'est pas un manque de sel, c'est un excès d'eau. Donc, diminuer les apports hydriques, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est d'essayer d'augmenter les apports en osmol. C'est ce qui va permettre d'éliminer l'eau. Et les osmoles que l'on peut utiliser, évidemment, c'est pas le sel, mais c'est les protéines. C'est l'urée qui va amener les protéines. Ça peut aider. Donc, essayer d'augmenter un peu les apports en protéines, c'est un deuxième moyen. Le troisième moyen, c'est de jouer sur les diurétiques en privilégiant les diurétiques de l'antre qui sont très peu hyponatrémiants par rapport aux diurétiques thiazidiques qui, c'est une susceptibilité génétique, hein, l'hyponatrémie au thiazidique, ça on le connaît depuis 2-3 ans. Ceux-là, ils sont très hyponatrémiants chez une partie des patients. Donc si on a ce facteur thiazidique, on peut essayer de jouer là-dessus. Et puis l'autre élément, c'est d'essayer de faire ce que disait François, c'est-à-dire d'obtenir la meilleure volémie possible, parce que en optimisant la fonction cardiaque, si c'est ADH dépendance, qui est la grande majorité des cas des hyponatrémies, eh bien on peut essayer d'améliorer l'anatrémie comme ça. Mais très souvent, et c'est votre expérience de cardiologue, plus le rein va mal, plus le cœur va mal, et plus on est hyponatrémique, c'est un témoin de ce qui se passe. Et voilà. Une question pour le néphrologue, je ne sais pas lequel. La place du thorazimide, c'est-à-dire le tansimide qui existe au Maroc, commercialisé sous le nom de tansimide. Thorazimide. Alors, le tansémide ou le thorazémide, je pense que c'est un diurétique de lance à longue durée d'action. Et je ne me souviens plus très bien des concordances. Hein. Je pense que le 10 mg correspond à peu près à 60 ou 80 mg de l'Azilix. Il a une longue durée d'action. Je le vois prescrit par les cardiologues chez les insuffisants cardiaques. Donc, je pense que ça n'a pas le même effet que les diurétiques de lance. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'utiliser au même niveau que l'Azilix ou plutôt... Non. Les diurétiques de lance, à mon avis, ont une place plus importante. À toi, Risland. Je m'excuse de te prendre là. Non, allez-y. Mais je suis du même avis que vous. Hein. Je pense que quand on est dans une insuffisance cardiaque et qu'on a besoin d'utiliser de très fortes doses de diurétique, là, il faut aller vers le diurétique de lance classique à durée d'action courte. Mais quand on est dans des conditions stables, etc., je ne sais pas ce qu'en pensent nos confrères cardiologues, on peut l'utiliser dans le traitement d'entretien ou dans le traitement d'une insuffisance cardiaque stabilisée. Très bien. Une question pour François. Vous avez parlé que quand on découvre une fibrodysplasie musculaire, on cherche chez la famille une sténose de l'artère rénale. On ne recherche pas les artères cervicales ? Si, je me suis mal exprimé alors, mais lorsqu'on découvre une dysplasie, on va faire une recherche systématique chez les apparentés du premier degré par échographie des vaisseaux du cou, de l'aorte thoracique et des artères rénales, des artères digestives également, du tronc cœliaque. On regarde les artères iliaques, il n'est pas rare de trouver une dissection, etc. Je vous donne une toute petite anecdote. J'ai vu assez récemment une dame de 47 ans. Elle avait une dysplasie, elle avait une hypertension artérielle, une dysplasie qui était fortuite parce qu'il n'y avait pas de serré de l'artère rénale. Elle avait en fait un hyperaldostéronisme secondaire qui expliquait son hypertension. Elle est venue avec sa fille qui avait 16 ans à la consultation. Elle m'a posé la question, quand est-ce que je fais évaluer ma fille, quand est-ce que vous voulez la voir ? Parce que je lui parlais de ce dépistage. Et je lui ai dit, écoutez, quand elle aura 18 ans ou avant qu'elle ait un enfant, on lui fera ça. Et puis sa fille m'a dit, mais moi, ou si elle a des symptômes. Sa fille, qui était là, qui jouait avec son téléphone portable à côté de sa mère en consultation, m'a dit, moi, j'ai mal à la tête. Ça fait 3 mois que j'ai mal à la tête. Et je lui ai pris l'attention. Cette petite, elle avait 20 tensions.
Alors, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, ça doit être parce que c'est la consultation. Je lui fais un Holter le jour même. Elle avait 20 tensions en moyenne. Elle avait 195, 110 mm de mercure, cette petite de 16 ans. Je l'ai descendue à l'écho-Doppler. Elle avait une sténose serrée de l'artère rénale gauche préocclusive sur 1 mm de son artère rénale gauche, avec un rein ischémié. Et l'après-midi même, on lui a fait une dilatation et on lui a refait une écho. Après, ça allait bien. Et elle avait une tension qui s'est normalisée. Tout ça pour cette histoire de chasse, pour vous dire que même si vous découvrez une dysplasie peu importante d'une artère rénale chez un patient ou une patiente, vous pouvez trouver des choses extrêmement évoluées dans la famille. Donc oui, il faut faire les artères cervicales, toutes les artères, le plus possible. Jeffrey Olin, lui, fait l'angioscanner à tout le monde. Nous, en France, on fait écho-Doppler et si on a un doute, un scanner pour la famille. J'ai une question pour François. Tu as parlé un petit peu de la dysplasie, comme quoi c'est une maladie qui est fréquente, et tu as insisté, tu l'as répété 2 ou 3 fois. C'est pas un petit peu notre impression de tous les jours. Certainement, on passe à côté des cas de fibrodysplasie artères rénales ou d'autres territoires. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les astuces? Quand est-ce qu'il faut un petit peu tiquer? Quand est-ce qu'il faut rechercher ça en pratique de tous les jours? Oui, alors les études qui ont été faites par les radiologues systématiques pour dépister la dysplasie nous parlent de 1 à 3% de dysplasie. Mais bien entendu, ce n'est pas forcément des dysplasies serrées ou qui vont avoir un retentissement. Les astuces, c'est d'abord, bien entendu, l'hypertension artérielle chez la femme jeune. C'est un élément extrêmement important. Même si le diagnostic moyen de la dysplasie se fait à 53 ans chez les femmes, les lésions sont présentes dès l'âge de 16 à 18 ans. Et elles peuvent évoluer dans la vie. Donc, effectivement, la présence d'une dysplasie doit être recherchée chez les femmes jeunes. Il faut aussi écouter les patients. Un souffle systolique abdominal, un souffle abdominal, c'est un élément aussi important. C'est la clinique de tous les jours, mais on a fait beaucoup de diagnostics de dysplasie chez des femmes qui présentaient un souffle abdominal. Une hypertension artérielle avec une hypokaliémie, une baisse du potassium, ce n'est pas que un hyperaldostéronisme primaire, mais ça peut être aussi une dysplasie fibromusculaire. Donc, il y a beaucoup si vous voulez, il y a un autre élément, c'est une hypertension sévère, brutale, récente, chez une personne qui n'a pas d'antécédent familial d'hypertension forcément, ou bien une hypertension artérielle chez une personne dont les parents ont il y a eu une histoire de mort subite, une dissection, un événement cardiovasculaire brutal dans la famille. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. À propos des morts subites, tu as parlé de 20% dans la famille. C'est énorme. Est-ce que tu penses que c'est en rapport… Excusez-moi, c'est pas 20% de la famille, c'est dans 20% des cas, chez 20% des patients, on trouve les apparentés du premier au deuxième degré. Voilà. Mais c'est premier et deuxième degré. Hein. Oui. Et tu penses que c'est en rapport avec des atteintes coronaires? Je pense que ce sont des atteintes coronaires ou des accidents vasculaires cérébraux. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la dysplasie, c'était quand j'étais jeune assistant. C'était les neurochirurgiens qui m'avaient demandé de m'occuper des problèmes cardiologiques de leur réa. Et j'avais découvert qu'en réanimation, c'était rempli de femmes jeunes, voire même des femmes enceintes ou post-accouchement qui avaient fait une rupture d'anévrisme cérébral chez lesquelles c'était normal de constater chez des femmes jeunes des ruptures d'anévrisme, mais c'est pas normal. Quand on a une rupture d'anévrisme, c'est très souvent une dysplasie. Et chez les coronariens, là, on fait une étude grâce au récepteur A2B et toutes les dissections coronaires qui sont vues dans la région Marseille, etc., nous sont adressées. Et je peux vous dire qu'on découvre énormément de dysplasie. Énormément. Donc, c'est sous-évalué parce qu'on n'y pense pas beaucoup, hein. Parce que on se dit que c'est une maladie rare, mais c'est pas comme le phéochromocytome. Le phéochromocytome, c'est une maladie rare. La dysplasie, c'est une maladie fréquente, sous-évaluée, qui probablement a beaucoup d'autres expressions que l'hypertension artérielle. Est-ce que, je suis désolé de prendre la parole, de monopoliser un petit peu. Est-ce que tu penses, François, que dans un cabinet de ville, est-ce qu'il faudra plutôt favoriser le plus
facilement l'écho-Doppler, mais même si on sait que ça nécessite une certaine expertise, ou est-ce qu'on peut se permettre de généraliser un peu plus l'angioscanner? Si on est devant un bilan d'hypertension artérielle avec une hypertension symptomatique, et dans les cas dont je vous ai parlé, je ne parle pas d'une personne de 75 ans ou 80 ans qui fait une hypertension qui est réglée sous monothérapie, mais je parle vraiment de personnes plus jeunes. À ce moment-là, si vous n'avez pas l'expertise, et c'est vrai que c'est difficile, hein, l'écho-Doppler, eh bien à ce moment-là, faire un angioscanner, ça me paraît tout à fait à propos. Moi, je pense que ce qui peut être fait, c'est de développer des centres spécialisés avec un très bon écho-dopplériste, un très bon néphrologue, quelqu'un qui chapeaute ça un petit peu, un généticien ou une généticienne, hein, bien entendu. Nous, on a une généticienne qui est très bien, et essayer de monter des centres de maladies vasculaires rares, de façon à intégrer à l'intérieur la dysplasie, mais les autres pathologies, hein, les syndromes des vers dans l'os, la médiolyse segmentaire, les syndromes d'Alagille, toutes ces maladies rares, etc. Nous, c'est ce qu'on a fait en France. Je pense qu'au Maroc, vous y mettez, mais on a des centres comme ça. On a 2 gros centres. On a Paris et Marseille. Moi, je m'occupe de Marseille. Puis, il y a d'autres centres en France qui s'en occupent, qui sont un petit peu plus petits. Moi, quand j'ai commencé, j'avais à peu près 3-4 patients dysplasiques. Maintenant, j'en ai pas loin de 2000 et ça commence à faire. Et on a des nouveaux patients. Moi, chaque semaine, je vois 2 ou 3 nouvelles dysplasies. Bien, moi, j'ai des questions pour Dominique. J'ai une question, si c'est possible. Alors, les inhibiteurs de SGLT2 seraient indiqués qu'il s'agisse d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée ou altérée. Ils continuent donc dans le même ordre d'idée chez un patient en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée sans stigmate de surcharge. Y a-t-il tout de même un intérêt à les introduire? Alors, je pense que je ne suis pas le plus adapté pour répondre à la question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma connaissance, il y a l'étude d'APA et Chef qui est sortie, et je crois que ça, c'est des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite. Et je pense qu'on est en attente des principales études sur les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée. Mais peut-être que François connaît mieux cette littérature que moi. En l'occurrence, ce que je peux vous dire, c'est que du point de vue néphrologique, chez ces patients qui sont cardio-rénaux, on en attend un bénéfice absolument majeur. Dans les études, alors Tapassi Kaili, elle en a parlé, Ghislaine, on a clairement une diminution de la morbidité cardiovasculaire, de la mortalité toutes causes confondues, de la mortalité cardiovasculaire, des événements rénaux, dans les études qui sont dédiées chez les insuffisants rénaux chroniques et dans les études, dans les analyses rénales, des études non dédiées chez les insuffisants rénaux. Clairement, on a un bénéfice qu'on attend majeur. Et alors, pour la partie cardiologique, je sais que dans ce qui est sorti, c'est tout à fait spectaculaire, mais pour la préserver, il me semble qu'on manque encore de données. On attend un petit peu des résultats préservés. Pour vous dire un petit peu l'excitation de la communauté cardiologique, hein, qui doit être la vôtre également, on attend à peu près les mêmes bénéfices que l'introduction et l'arrivée des IEC dans l'insuffisance cardiaque. Pour nous, le bénéfice est extrêmement potentiellement élevé. C'est une diminution de mortalité de 30% quasiment, hein, dans ces populations. Ça. Il y a le docteur Amil Raptas qui demande s'il n'y a pas de complications néphrologiques avec les glyphosines liées à la glycosurie qui est engendrée par le traitement. Non, pas de complications néphrologiques. Ce que l'on craint au niveau néphrologique tout au plus, c'est une dégradation fonctionnelle modérée. Un peu comme on avait avec les IECRA2. Hein. C'est le pire que l'on peut imaginer au niveau néphrologique. En fait, quand on regarde les études, quelle que soit la molécule, on voit une dégradation moyenne du DFG de 5-10% et qui est parfaitement réversible à l'arrêt. Et donc, en fait, on a un vrai bénéfice sur le DFG à long terme. Après, les complications uronéphrologiques, si on élargit un petit peu, il y a un peu plus d'infections urinaires et d'infections mycotiques. Mais clairement, c'est des effets secondaires qui sont vraiment au second plan par rapport aux bénéfices. Il y a un effet secondaire qui avait inquiété, c'est dans l'étude CANVAS avec la canagliflozine. Il y avait un signal sur un surrisque d'amputation, mais c'est la seule molécule au sein des SGLT2 qui avait montré ça. Ça n'a pas été confirmé par la suite. Donc, au niveau néphro, non, on a une safety qui est très bonne. Il voulait surtout parler des infections urinaires, particulièrement pensant à la glycosurie qui va être importante, particulièrement
lorsqu'il s'agit d'une femme, la prévalence des infections urinaires est plus élevée souvent. Je pense que c'est un résident en néphrologie. D'accord. Alors, il y a une question qui est posée par le docteur Zahid Sofia. Je vais la lire parce qu'il est un peu long. Bonjour, professeur. Souvent, durant le garde, nous sommes amenés à voir des patients avec un syndrome cardio-rénal de type 1, en insuffisance cardiaque aiguë, sévère, et une insuffisance rénale aiguë parfois modérée, en aggravation progressive, parfois anurique, ne répondant pas aux diurétiques, en euvolémie ou légère surcharge. Faut-il forcément attendre l'urgence dialytique ou y a-t-il un bénéfice à dialyser précocement, sachant que l'urgence sera inéluctable dans les prochains jours? Ce n'est pas d'études qui permettent de répondre à la question. Donc, en fait, je vais vous répondre sur l'expérience personnelle. Je pense qu'il y a vraiment pas d'indication à anticiper les indications de dialyse. Ça a été très bien montré dans plein d'études en réanimation. C'est-à-dire que si on se dit ne pas attendre le dernier moment pour dialyser, c'est dialyser dans des meilleures conditions, c'est essayer d'améliorer la situation pour éviter la dégradation de la fonction rénale. En réalité, ça fonctionne pas bien. Et puis, quand on est dans le cardio-rénal de type 1, c'est que le cœur va vraiment pas bien. Et donc, la dialyse risque quand même de mal se passer. Et donc, si on peut ne pas la faire, il faut vraiment se donner toutes les chances avec le traitement médical. Donc, non, dialyser tôt pour éviter l'aggravation n'est pas une option prioritaire. Et souvent, c'est pas que le cœur, hein. Souvent, c'est multifactoriel. Souvent, l'infection est liée pour beaucoup dans ce genre de situation. C'est des situations, en fait, où on voit souvent associer des hypercalémies. Et nos cardiologues nous poussent souvent, même dans des situations un peu difficiles où le pronostic risque d'être mauvais, à aller vers la dialyse parce que souvent s'y associe une hypercalémie, parce qu'ils sont souvent également en oligurie. Voilà, une diurèse pas très importante. Et donc, là, mais c'est vrai que dialyser est acrobatique dans des conditions comme ça. C'est clair que l'hyperkaliémie anurique, il n'y a pas de discussion. Hein. Ça, c'est une indication à la dialyse. Hein. On ne peut pas faire autrement. Hassan, est-ce que tu peux conclure parce qu'on est un petit peu dans les temps? C'est toi qui vas conclure. Hein. Non, mais vas-y, pour la session, après tu me passes la parole. Bon, en fait, il y a encore pas mal de questions. Bien sûr, on ne pouvait pas les présenter toutes. Désolé pour ceux qui les ont posées, parce qu'on doit conclure. Je remercie tous les orateurs pour ces topos. C'était excellent. On a appris beaucoup de choses. Et j'espère à la prochaine. À toi, merci beaucoup. Merci Hassan. Pour cette excellente présentation. En tout cas, la session et le webinaire a tenu un petit peu ses promesses. On s'y attendait. Donc, c'était animé par des experts nationaux et internationaux vraiment de grand renom. Merci beaucoup à notre ami Rizlan Mtkori qui a excellé comme d'habitude. Tu as fait un topo magnifique, où j'ai appris énormément, donc un topo actuel. François, vraiment un expert, tu nous as fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. J'ai été chez toi dans le service, j'ai vu un petit peu comment vous travaillez dans le service. C'est un service vraiment de pointe en ce qui concerne l'hypertension artérielle et les maladies vasculaires. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Et toi aussi, Dominique, un grand merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, tu réponds toujours présent à chaque fois qu'on a besoin de toi. Et donc, on l'a ressenti. Donc, présence d'experts, un grand merci. Beaucoup de messages magnifiques et très pratiques qui sont passés. Je te remercie, Sebin Younes. Tu nous as fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Un grand expert national parmi nous. C'est Hassan aussi. Merci beaucoup pour ta présence et pour la qualité de modération. Voilà, je voudrais remercier tout le monde d'être présent, d'être resté parmi nous jusqu'à cette heure-ci. Et voilà, encore une fois, toutes nos condoléances pour la famille, la petite famille, la grande famille de notre ami feu le docteur El Malte Fouad, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre webinaire. Au revoir et à très bientôt.